Hello tout le monde, j'espère que vous tous très bien. Moi c'est Hidalgo et je suis ravi de vous retrouver. Alors contrairement à la France, Les Maîtres de l'Univers est sorti dans les salles de cinéma en Suisse romande, donc la partie francophone de la Suisse. Alors je suis allé le voir, ainsi que le dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous donne mon avis juste après le générique. Alors cette vidéo est assez particulière puisque d'habitude j'essaie toujours de travailler un tout petit peu mes vidéos, c'est aussi pour ça que j'en sors pas énormément. Alors celle-ci elle est complètement différente, c'est vraiment une vidéo qui est tournée à l'arrache, il n'y a aucune préparation, il n'y a aucun script, c'est vraiment tourné, en plus il fait extrêmement chaud, donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. D'habitude j'essaie toujours de travailler un peu mes vidéos, là ce n'est pas le cas, c'est tout simplement parce que j'ai très peu de temps devant moi tout simplement, donc j'espère néanmoins que le résultat vous conviendra. D'accord, en gros, des conditions épouvantables. Merci, inutile de détailler. Environnement épouvantable. Alors comme je l'ai dit, je suis allé voir donc Les Maîtres de l'Univers, Disclosure Day. Alors Les Maîtres de l'Univers, en fait, si je l'ai découvert, c'est tout simplement parce que je regardais des séances pour aller voir Disclosure Day dans mon cinéma. Et quelle n'a pas été ma surprise en cherchant justement les séances pour Disclosure Day de voir qu'ils diffusaient également Les Maîtres de l'Univers. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le... C'est le miracle. Pour moi, il ne passait, j'avais cru comprendre qu'il ne passait pas non plus en Suisse comme en France, donc il était pas sur les écrans. J'ai découvert qu'il était là et puis je me suis dit, j'avais un petit peu vu la bande-annonce, bon ça peut être pas mal, il y a aussi un peu un souvenir d'enfance derrière, donc je suis allé le voir. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Alors déjà les Maîtres de l'Univers, donc à la base, au début des années 80, donc c'était des petites figurines, donc en plastique, qui étaient sorties, suivies quelques mois plus tard donc par une série, donc 83 je crois, donc les Maîtres de l'Univers justement. Après coup, donc la série a duré je crois environ 2 saisons à peu près, comme ça. Après il y a eu un film, donc avec Dolph Lundgren, alors c'est un nanar de haute volée, j'ai découvert il y a 4 ou 5 ans, alors j'ai carrément explosé de rire quand j'ai vu comment ils ont reproduit Skeletor. C'est cette merde. Franchement ça vaut le coup d'œil, hein. Rien que pour ça faut regarder le film, c'est vraiment un super nanar, si vous voulez vraiment rigoler un bon coup, je vous le conseille. Et puis ensuite ils ont fait encore je crois quelques séries, dont une sur Netflix mais que j'ai pas du tout suivi, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et puis donc un petit peu improbable, voilà, il y a Les Maîtres de l'Univers, donc un remake avec un gros budget qui sort en 2026, donc budget de 170 à 200 millions, c'est pas exactement. Ce qui est vraiment étonnant puisque la série elle est sortie, donc origine elle est sortie il y a plus de 40 ans. Il faut quand même dire que la série, elle a pris un sacré coup de vieux. Déjà à l'époque où elle est sortie, elle était hyper kitsch, hein, un espèce de mélange en plus improbable entre l'heroic fantasy et puis de la science-fiction, en quelque sorte entre un Conan édulcoré et puis un Star Wars, plus ou moins pour situer le truc, avec des personnages au nom improbables. Ils ont trouvé une parade dans le film, j'expliquerai après comment. Et puis bon, la série elle était avant tout faite pour vendre des figurines, donc même pour l'époque, l'animation et puis les dessins étaient déjà vraiment limite. Alors maintenant, quand on voit ça, c'est complètement dépassé. Après, il y avait quand même des personnages qui étaient mémorables, et quand même, bien que ce soit ça, l'histoire avait quand même été plus ou moins bien développée. Bon, on n'échappait pas non plus à cette morale typiquement américaine qu'il y avait à la fin de leur série. Oh bon. Déjà à l'époque, j'ai testé ça. Et puis pour en revenir aux Maîtres de l'Univers, donc, je regardais la série, mais j'étais pas non plus un gros fan. Même à l'époque, en 83, il y avait Goldorak, Cobra, un peu plus tard avec le Club Dorothée, Cheval du Zodiac et puis donc Dragon Ball. Donc j'ai regardé la série quand j'étais petit. Maintenant ça va chier. Alors qu'est-ce que j'ai pensé donc des Maîtres de l'Univers version 2026 ? Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus la catastrophe annoncée. Donc j'ai réussi quand même à être diverti par ce film. Alors qualitativement, je vais prendre quand même les derniers Marvel et Sony, puisque le film lorgne un petit peu de ce côté. Donc
Le film, sans être un chef-d'œuvre, encore une fois, hein, il est meilleur que les dernières productions, donc Marvel ou Sony que j'ai vues. Moi, je crois que les 2 derniers que j'ai vus, que je dis pas de bêtises, c'était Ant-Man, Ant-Man, Quantum Mania, voilà, et puis Madame Web, qui sont les 2 horribles. Heureusement qu'ils sont passés à la télé, parce que j'aurais jamais payé pour voir ça, donc c'est comme ça que je les ai découverts. Donc le film, il est mieux que ça, on me dira que c'est pas difficile. Et puis il est quand même divertissant, tout n'est pas acheté. Hein. Alors j'ai déjà peut-être commencé par le scénario. Le scénario, il est extrêmement simple, ça tient sur un timbre-poste. Alors c'est tout simple, les troupes de Skeletor, elles envahissent le royaume d'Eternia. Le prince Adam, donc il est envoyé sur Terre avec son épée magique à l'âge de 10 ans, donc sur Terre, pour être protégé. Il se crache en arrivant sur Terre, puis à cause du crash, il perd son épée. Ensuite, flashback 15 ans plus tard, Adam a 25 ans, il retrouve son épée, il peut retourner grâce à ça sur Eternia. De là, il se transforme en Musclor, il peut enfin affronter Musclor, se débarrasser donc de sa tyrannie et puis libérer Eternia des troupes de Skeletor et de Skeletor. Point final, c'est tout. Voilà. C'est extrêmement simple, les gentils contre les méchants, il n'y a pas de personnage avec une personnalité extrêmement développée ou tout. L'histoire, les personnages, tout est extrêmement simple. Mais justement, le film, disons, son principal but, c'est de nous divertir, et puis j'ai estimé en tout cas qu'il y est arrivé. Après, tout n'est pas parfait. Hein. Alors, au niveau des acteurs, je vais juste en retenir 4. Alors, il y a déjà Nicolas Galitzine, donc, qui incarne Adam et Musclor. Donc, il fait le rôle, il a la carrure. Pour les scènes d'action, il se défend bien. Ensuite, il y a Tila, donc interprétée par Camila Mendes. Donc, elle, c'est peut-être l'atout un peu charme, sexy du film. Elle est très jolie, mais elle n'a pas non plus un rôle de composition. Ensuite, et puis là, c'est une petite surprise, donc pour Duncan ou le maître d'armes. Alors, dans la série originelle, c'est un homme blanc avec une moustache. Alors là, il est remplacé par Idris Elba. Il joue correctement, il n'y a pas à dire, mais c'est vraiment c'est très étonnant de le voir dans ce genre de film, alors que d'habitude, c'est un acteur qui lui, justement, a des rôles nettement plus importants au niveau de l'acting. Et puis enfin, Skeletor. Alors Skeletor, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas la voix, en tout cas dans la version originale, c'est Jared Leto. Alors j'en dirai pas plus, puisque moi je l'ai vu en français, donc je ne sais pas son interprétation. Mais si je ne parle pas des autres personnages, c'est tout simplement parce qu'ils ont un rôle qui est pratiquement insignifiant. Leurs caractères sont absolument pas développés, ils ont peut-être juste quelques lignes de dialogue. Et puis, franchement, vu ce qu'ils ont à jouer, on ne peut pas vraiment les juger sur ça. C'est peut-être des bons acteurs, mais en tout cas, par rapport à ce qu'ils doivent jouer, on ne peut pas vraiment juger. Ensuite, il faut savoir que Les Maîtres de l'Univers, c'est quand même une série à la base qui était extrêmement kitsch. C'était une série qui avait été faite uniquement pour vendre des jouets. Donc elle était extrêmement, comme je l'ai dit, kitsch, avec des noms improbables de personnages. Je pense que, et puis là ils ont fait la bonne approche, c'est qu'ils ont décidé de prendre le film sur le ton de la comédie. Donc en quelque sorte, c'est un film héroïque, fantasy, SF, comique, on va dire. Et un comique, en plus, avant je parlais justement je comparais avec les Marvel ou Sony, c'est vraiment un humour à la Marvel justement. Par exemple, à un moment, il y a une scène, quand il retrouve Tila, « Ah, j'ai beaucoup pensé à toi, je pense à toi tous les jours, tu m'as beaucoup manqué. » Alors qu'on s'attend à un truc romantique, moi je me suis dit, attends, là je sens la blague arriver. Boum, patatras. Effectivement, c'était comme dans les Marvel, on sent la blague qui va arriver. Vous voyez, il y a la scène, on sent que ça va arriver, et ça m'a fait plusieurs fois le coup dans le film. Ah, attention, là je sens que la blague va arriver. Boum, ça arrivait pratiquement à chaque fois. Alors, il y a quand même quelques blagues qui vont faire rire, mais la majorité, ça reste quand même assez plat. Et puis, quand même, au niveau du ton du film, donc je l'ai dit, c'est une comédie, c'est plus dans les Marvel, sans avoir 4 ou 5 films et 2 séries à avoir vu pour comprendre l'histoire. Là, il n'y a pas besoin de tout ça. L'histoire en plus qui est très simple, comme je l'ai dit. Comme c'est un film comique qui en plus, un film SF, Heroic Fantasy, qui lorgne sur le côté de la comédie, sans entrer dans les excès, par exemple, du dernier Thor, c'est pas du tout à ce niveau-là non plus, faut pas exagérer. Je pense que le film, comme il est aussi édulcoré, et ça pisse pas le sang, je pense que c'est un film en quelque sorte où le père de famille, qui doit être quarantenaire en quelque sorte, il emmène son fils de 10 ans au cinéma pour lui dire, voilà moi ce que je regardais quand j'avais ton âge, c'était une série que je regardais tous les jours ou toutes les semaines, etc. Je sais pas si c'est ce qui était voulu, parce que moi je pense qu'un enfant de 10 ans peut regarder sans problème le film. C'est pas faux. Il y a beaucoup d'ellipses qui sont faites, par exemple,
Entre Adam qui arrive à l'âge de 10 ans sur Eternia et puis quand il est adulte à l'âge de 25 ans qu'on le voit, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Est-ce qu'il est recueilli par une famille? On ne sait rien du tout. Ça passe de 10 ans à 25 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces 15 années. C'est le néant, c'est jamais expliqué, rien du tout. C'est nul! Alors bon, avec ce que j'ai dit là, donc avec un scénario simpliste, les 4 personnages principaux, on va dire, qui font le taf sans plus les autres, dont je ne parle même pas parce que c'est vraiment anecdotique. Le film il doit être nul, pourquoi il dit il y a encore des trucs à sauver? Ben justement, j'y viens. Au niveau de ce qui est réussi donc dans le film, déjà, bon, ça se prend pas la tête, ça c'est clair, on a compris. L'effet comique, ben, normalement, souvent ça tombe à plat comme dans les Marvel, mais aussi quand même des scènes drôles. Mais il y a quand même 2 points en tout cas où il se rattrape vraiment. C'est au niveau des scènes d'action qui sont vraiment très bien exécutées. Alors là, on voit que Nicolas Galizine, il a dû s'entraîner à l'épée et tout, parce que franchement, les scènes d'action sont vraiment bien fichues. Et puis aussi dans les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, dans la majorité des cas, c'est extrêmement réussi, c'est vraiment très bien foutu, même si il faut reconnaître quand même qu'il y a certaines scènes, c'est complètement raté. Là, il y a des scènes qui ont dû être bâclées ou tout, où le fond vert, il est plus que visible. Mais on va dire 80% des cas, en tout cas, les effets spéciaux sont vraiment extrêmement bien faits. Le monde d'Eternia, il est vraiment bien rendu, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc les fans des maîtres de l'univers, l'original, ils vont pas être complètement dépaysés. Comme je le dis, il n'y a pas peut-être la liberté qui a été prise avec Idris Elba dans le rôle du maître d'armes. Pour le reste, on retrouve donc tous les personnages qu'il y avait à l'époque, à l'exception d'un seul, c'est Orko, qu'on verra quand même en scène post-générique. Kringer, donc le tigre domestique vert un peu heureux. Alors, je sais que dans la bande-annonce on le voit beaucoup, dans le film on le voit dans 3 ou 4 scènes, pas plus. Hein. Donc là, je dirais presque que c'est de la publicité mensongère parce qu'on le voit beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. Pratiquement toutes les scènes où il apparaît, on les voit dans la bande-annonce, donc je trouve ça vraiment dommage. Peut-être au niveau des personnages, il y a aussi le robot qui accompagne Duncan, là, qui d'abord est une femme de ménage, puis un robot de combat. Il est peut-être un petit peu plus développé justement que les autres personnages. Et puis comme je l'avais dit, dans les maîtres de l'univers, ils avaient tous des noms vraiment d'un kitsch assumé. Il y en avait notamment un qui s'appelait Fisto, celui avec le gros poing. Alors comment ils ont fait pour les intégrer là-dedans? Alors en fait c'est tout simple. Le seul background qu'on a par rapport à Adam entre 10 et 25 ans, c'est que pour se rappeler de son monde, il faisait des dessins des personnages qu'il avait croisés. Et puis Fisto, donc il avait dessiné, mais comme il ne connaissait pas son vrai nom, c'est lui en étant enfant qu'il avait appelé Fisto, ainsi que plein d'autres personnages qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça qu'ils ont tous des noms improbables dans le film. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus un gros navet. J'ai pu le regarder après. Vu les résultats au box-office, je pense que le film il va méchamment se planter, puisqu'il avait un budget de entre 170 et 200 millions de dollars. À l'heure où je tourne, il a environ engrangé 60 millions de dollars, donc j'ai beaucoup de mal à voir qu'il va réussir à décoller. En plus, le film, le problème qu'il a peut-être, c'est que Les Maîtres de l'Univers, c'est quand même une vieille série. Je sais pas si les séries récentes, elles ont eu beaucoup de succès. Donc si la série s'annonce à des quarantenaires, ça restreint déjà le public. Tu es prêt pour la surprise? Là c'est l'entracte, et puis bon, comme on le voit, il y a strictement personne. La seule veste qu'on voit là, c'est la mienne. Donc je suis tout seul dans la salle de cinéma. Absolument tout seul, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. J'étais la seule personne dans la salle de cinéma. Alors bref, pour conclure, donc Les Maîtres de l'Univers, donc c'est un film, on va dire, allez, pas mal, j'irai pas jusque là, c'est regardable. Est-ce que je vais le revoir une deuxième fois? S'il passe à la télé puis qu'il n'y a rien d'autre, pourquoi pas? Le film est quand même divertissement, les scènes d'action sont réussies, les effets visuels aussi, les effets spéciaux dans leur majorité c'est aussi réussi, même si on a certains dégueulasses. Les acteurs font le taf, même si il faut rien attendre d'autre. Le scénario tient sur un timbre-poste. Des fois les gags, il y en a beaucoup qui tombent à plat, mais ça m'a pas sorti du film. Donc ma note, allez, je vais être sympa, je vais lui mettre 2 étoiles et demie sur 5, mais on peut facilement enlever une demi-étoile pour le côté nostalgique. Donc comme je le dis, il est mieux que certains des derniers Marvel ou Sony. À vous de voir, est-ce que vous êtes prêt à aller voir ce film en laissant votre cerveau à l'entrée? À vous de décider. Et puis bon, s'il passe sur Amazon, donc là je parle pour le public français puisqu'il sortira pas au cinéma, éventuellement laissez-vous tenter et puis dites-moi aussi après ce que vous en avez pensé, si vous avez pensé comme moi ou si... Parce que j'ai vu qu'il y a des avis un petit peu
Parmi les quelques personnes qui ont vu, j'ai vu qu'il y a des avis positifs et puis d'autres négatifs. En tout cas, moi, j'ai trouvé honnête, voilà. Pas horrible, pas nul non plus. Voilà. Alors ensuite, l'autre film que je suis allé voir, donc c'est Disclosure Day, donc le dernier film de Steven Spielberg. Alors, je pense, en tout cas, si vous suivez ma scène, vous savez que je suis un très gros fan de Steven Spielberg. Le dernier film qu'il avait sorti, donc c'était The Fabelmans. J'avais adoré ce film, c'est probablement mon film préféré de 2023, tout confondu. C'est vraiment un film qui m'a marqué, qui était exceptionnel pour moi. Malheureusement, le film n'a pas marché, ainsi que son précédent film, donc West Side Story, donc un remake. Les deux films malheureusement n'ont pas marché alors que les deux films étaient bons. Je ne sais pas si c'est à cause de ces échecs ou bien s'il y a encore quelque chose à raconter sur le sujet. Mais donc Steven Spielberg revient en quelque sorte à ses premières amours avec, donc en nous parlant des extraterrestres. Donc il avait déjà fait 2 films sur le sujet, donc Rencontre du troisième type et puis E.T. La Disclosure Day, je dirais qu'il se rapproche plus de Rencontre du troisième type. Donc je suis allé le voir hier, alors maintenant je vais vous donner mon avis. À chaud et puis sans trop vous spoiler car j'ai fait en sorte d'avoir le moins de retours sur ce film avant d'aller le voir. Enfin, le moins de connaissances, on va dire. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas voir les bandes annonces, tout pour découvrir le film. Vraiment en sachant le moins possible. Disclosure Day, donc qu'est-ce que ça raconte? Alors je vais essayer de... L'histoire est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dense aussi que dans les maîtres de l'univers, mais je vais essayer de vous en dire le minimum. Ça commence avec un agent de cybersécurité donc, qui vole des clés USB ainsi qu'un artefact extraterrestre. Car ce qu'il désire, c'est donc que l'humanité sache que depuis 80 ans, les êtres humains sont en contact avec donc, les extraterrestres. Et puis justement, c'est caché par le gouvernement. Donc il va réussir, après avoir récupéré son ami, à s'enfuir en étant donc traqué pendant tout le film. Et puis parallèlement à cela, il y a une météorologue qui, après avoir vu un oiseau, devient en quelque sorte omnipotente, c'est-à-dire qu'elle arrive à prédire le futur, savoir où est-ce qu'il faut aller, elle arrive à lire dans le cœur des pensées. Ces 2 personnages principaux, donc ils doivent rejoindre donc, justement une espèce de résistance, on va dire, résistance qui justement a envie que les gens découvrent justement que les extraterrestres existent et qu'ils sont parmi nous. Et puis le film pose aussi la question, est-ce que l'humanité serait prête à accepter que les extraterrestres existent et qu'ils aient une intelligence équivalente, voire supérieure à la nôtre, sachant tout ce que ça pourrait engendrer. Alors le film, donc effectivement les personnes là qui veulent faire découvrir la vérité, c'est leur parti pris. D'un autre côté, il y a le gouvernement qui veut absolument tout cacher. Mais ça pose quand même une question intéressante, ça, le film. C'est justement, est-ce que le public est en droit de savoir, en sachant que si on découvre la vérité, est-ce que ça va pas déclencher des scènes d'hystérie collective, le chaos, aussi le problème par rapport à la religion, qui est aussi abordé là-dedans, et j'ai trouvé de manière très habile. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est justement qu'on n'est pas tenu par la main pour tout nous expliquer. On est projeté directement dans le film, sans aucun texte, sans aucune explication préalable. On est directement immergé dans le film et on découvre petit à petit l'histoire avant le dernier tiers qui est vraiment là. C'est en quelque sorte la révélation finale. Révélation finale, pas totalement, puisque j'ai trouvé très intelligent là où le film s'arrête. Après, c'est à chacun de se forger son avis, je dirais. Et puis ça, j'ai trouvé que c'était aussi extrêmement bien parce que par rapport au postulat qu'il y a, comment vous réagiriez, vous, si ça vous arrivait, ça? C'est pour ça que moi, j'ai trouvé que la scène finale, comme ça s'arrête, j'ai trouvé c'était parfait. Moi, j'ai trouvé que par rapport à ce que le film nous racontait, c'était très bien. Après, je peux comprendre, donc, oui, je n'ai pas parlé des acteurs, là, je m'éparpille un petit peu, donc, au niveau de l'histoire, c'est très dense, elle ne nous prend pas par la main, elle pose beaucoup de questions aussi. Comme je l'ai dit, le rapport avec la religion, il y a un moment une discussion très, très intéressante entre une personne donc, du clergé et puis un des personnages principaux, où justement on discute, mais est-ce qu'on peut accepter qu'un extraterrestre avec une forme d'intelligence égale ou supérieure à nous existe, ainsi que Dieu? Vous verrez, il y a une conversation qui est très intéressante et très bien faite. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien vu, et puis
Aussi, le film, il prend pas vraiment parti. C'est pour ça qu'il, des fois, peut-être, ça déplaira à certaines personnes, c'est que c'est un peu presque un film, on va dire, philosophique. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de choses en avant, mais après, c'est peut-être à nous de trouver les réponses. Je sais pas si je serais clair, j'ai pas envie de trop en dire, parce que moi, justement, j'ai fait en sorte d'en savoir le moins possible. Peut-être le seul point noir que je pourrais voir au niveau de... Enfin, la seule chose peut-être que j'ai moins apprécié dans ce film, que j'ai apprécié, hein, soyons clairs. Hein. C'est peut-être la musique de John Williams que j'ai trouvé très en retrait. Normalement, il y a toujours des scènes très épiques, grandiloquentes, épiques. Là, j'ai trouvé vraiment que sa musique était vraiment en retrait. Il paraît que c'était voulu, mais voilà, c'est dommage. Quand on se dit que c'est John Williams qui a composé la musique, franchement, on le remarque pas. Quoi. Donc, enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pas eu l'impression que c'était John Williams qui était à la musique. J'ai pas retrouvé ses thèmes principaux, malgré 2 ou 3 fulgurances, on va dire. Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue. Alors ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, c'est que la scène que vous avez vue juste avant, donc juste après ça, j'étais allé au petit coin et en allant au petit coin, j'ai lancé une mise à jour. Après, je suis revenu, j'ai continué comme si de rien n'était et puis c'est donc plus d'une semaine après, quand j'ai enfin eu le temps de m'occuper du montage, qu'est-ce que je remarque? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que les vidéos suivantes, ou plutôt la vidéo suivante, ça a donné ça. Et oui, pas de voix parce que ça m'a changé les paramètres donc sonores et puis ça m'a mis, au lieu d'avoir le micro que j'utilise, ça m'a mis un autre truc aléatoire, donc ce qui fait que ça n'a pas enregistré le son. Donc total, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout ce que j'ai fait, c'est poubelle, donc je dois recommencer. Bon, j'avais fait la majeure partie, donc ça va aller assez vite. Alors j'en étais resté donc au point noir, enfin le point faible, voilà, on va dire, de Disclosure Day selon moi, qui était quand même la musique. Sa boîte de John Williams, comme je l'ai dit, c'est pas marquant, à part 2-3 fulgurances. Au niveau des petits défauts aussi, on pourrait rajouter peut-être certains CGI, notamment pour les animaux, qui sont vraiment limites. Et puis, et ça c'est plutôt des personnes qui ont vu le film qui pourront me dire s'ils partagent mon avis ou pas, quand le héros il se cache derrière des buissons, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui le remarque? Et puis aussi pour une scène vers la fin, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui remet en cause ce qu'il voit? Parce que normalement, je sais pas, mais le premier truc, ça serait, est-ce que c'est réel? Ça, c'est peut-être les points qui m'ont un peu turlupiné. Après, comme je l'ai dit, le scénario, c'est un parti pris, justement, ce côté un peu philosophique. Moi, personnellement, ça me dérange pas, mais je sais que ça pourrait être clivant pour certaines personnes, puisque de nos jours, c'est vrai que les films, ils ont plutôt tendance à être plus simples, ou alors toutes les 10 minutes, on nous réexplique le scénario pour être sûr qu'on a bien tout compris. Là, c'est pas le cas. Et puis bon, je dirais, si vous avez déjà vu Rencontre du troisième type, la démarche est un petit peu similaire. C'est-à-dire que dans Rencontre du troisième type, tout n'était pas forcément posé carte sur table. C'était en quelque sorte à vous de vous faire votre propre raisonnement, voilà. Par contre, là où Steven Spielberg est absolument inattaquable, c'est au niveau de la réalisation, de la mise en scène et puis de ses acteurs. Alors là, il est inattaquable. Je ne sais pas comment Steven Spielberg fait, il a passé 80 ans, mais sa réalisation est toujours excellente, il a toujours des nouvelles idées, des petits trouvailles au niveau de la mise en scène, souvent au niveau du mouvement d'ailleurs. Par exemple, vous voyez quelque chose, il n'y a pas de dialogue, et puis juste au niveau du plan, il y a un mouvement où il se passe quelque chose par exemple, et puis vous comprenez tout de suite. Enfin, prenons par exemple Jurassic Park, vous vous rappelez la scène où on a les 2 gobelets, et puis on voit que l'eau elle tremble. C'est comme ça qu'on sait justement que les dinosaures vont être là. C'est des idées qui peuvent paraître toutes simples, mais c'est hyper léché. Et puis dans ce film, de nouveau, vous verrez, il y a plein de petites trouvailles de genre. Pas besoin de paroles, juste avec un petit mouvement de la caméra, vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe. J'ai beau réfléchir, je vois aucun film où la réalisation de Steven Spielberg était mauvaise. Aucun. Quant aux acteurs, comme toujours, Steven Spielberg il a pris d'excellents acteurs qui correspondent parfaitement au rôle. En plus, il sait les diriger et puis il arrive à en tirer le meilleur. D'ailleurs, je pense que, sans trop mouiller, je pense que Emily Blunt, elle devrait au moins être nominée pour les prochains Oscars. Alors là, franchement, au niveau de la direction d'acteurs et des acteurs en eux-mêmes, il n'y a rien à dire, ils sont tous très bons. Splendid! Bref, il est temps de conclure sur Disclosure Days. Alors, pour moi, il n'égale pas The Fabelmans, mais The Fabelmans, c'était vraiment un chef-d'œuvre pour moi, vraiment un film qui m'a été touché en plein cœur. Je pense sans problème un des 10 meilleurs Steven Spielberg selon moi. Alors, concernant Disclosure Days, oui,
Comme je l'ai dit, la musique, elle n'est pas marquante, même que c'est du John Williams. Il y a quelques CGI un peu foireux, sans être non plus dégueulasse comme certains trucs qu'on a vus dans les derniers Marvel. Ensuite, il y a quand même 2-3 scènes un peu bizarres. Par contre, le film, il est inattaquable sur la réalisation et les acteurs, là c'est juste excellent. Par contre, c'est le scénario qui risque d'être clivant. Alors, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Moi, des films aussi, des fois, où on comprend pas tout, comme des films de David Lynch, j'apprécie ces films. Mais je suis conscient par rapport maintenant au format des films actuellement, où il faut avoir une histoire simple, où il faut toujours tout rappeler le scénario pour être sûr de tout avoir compris. Le fait d'être projeté là-dedans, d'un seul bloc, en plein milieu de l'histoire, en plus avec énormément de messages, des passages philosophiques et puis aucune réponse, beaucoup de réponses qui ne sont pas données. Je sais que ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Et puis en ce qui concerne donc mon avis, je vais donner la note de 3 étoiles et demie à Disclosure Days. Ensuite, comme j'ai tourné cette partie donc un peu plus tard, j'ai quand même regardé le box-office pour voir un petit peu les résultats de Disclosure Days. Alors, s'il a fait un très bon démarrage, ça semble, comme c'est parti, il risque de faire un petit bid ou d'être tout juste rentable avec la vente de DVD par la suite. Alors, je trouve ça vraiment dommage parce que ce film, il a une proposition qui est nouvelle, c'est pas tiré d'une franchise, c'est pas un remake, c'est pas une suite, c'est le genre de cinéma qu'il faudrait, puis il faudrait vraiment que ce genre de choses fonctionne, ou peut-être justement que les studios sont moins frileux. Quand on regarde les prochains films qui sont attendus, il y a quoi? Il y a Toy Story 5 qui vient de sortir, il y a Dune 3, il y a Les Mignons 3, il y a Avengers Doomsday, il y a Vaiana en prise de vue réelle. C'est tout des suites. Je crois qu'il y a juste l'Odyssée de Christopher Nolan qui est quelque chose de neuf. Après, on me dira oui, actuellement il y a Obsession ou bien Backrooms qui a cartonné, oui. Mais ça a cartonné, vous pouvez déjà être sûr qu'ils vont préparer des suites. Là, c'est déjà clair et net. Ils ont même fait une suite pour The Blair Witch Project. Bon, bref, là, je m'égare. Sur ce, il est temps de nous quitter. Alors, même si j'ai fait cette vidéo à l'arrache, sans aucune préparation, sans aucun script, et vraiment dans l'urgence, j'espère néanmoins que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait ou à glisser un petit pouce. Vous pouvez également aussi me laisser un commentaire. Et puis d'ici là, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!